Donc, on va avoir comme objectif de définir la détresse respiratoire du nouveau-né, d'évaluer ce niveau de détresse, de connaître les signes de gravité de la détresse respiratoire néonatale, de rechercher les signes cliniques d'orientation étiologique, de connaître les différentes étapes de la mise en condition urgente et puis de dépister les complications immédiates et à long terme de la détresse respiratoire néonatale. Vous allez voir que c'est un chapitre qui est quand même assez long parce qu'on va traiter à la fois les causes médicales et les causes chirurgicales des détresses respiratoires néonatales. Et vous allez découvrir que la plupart de nouveau-nés qu'on reçoit dans les services de réanimation néonatale sont des bébés justement qui sont reçus pour des détresses, donc des tableaux de ce genre. Donc pour ceci, on va prendre donc comme plan, le plan suivant. On va introduire la question puis définir la détresse. Donc donner une idée sur le diagnostic positif, le diagnostic de gravité, la conduite à tenir en urgence, l'enquête étiologique, les principales étiologies des détresses, les complications, puis on va conclure. Donc déjà pour définir la détresse respiratoire, ce sont toutes les difficultés respiratoires qui surviennent avant 28 jours. Avant 28 jours parce que tout simplement on parle de nouveau-né. Donc tout nouveau-né c'est avant 28 jours de vie et à partir au-delà de 28 jours c'est un nourrisson. Donc forcément c'est la tranche d'âge qui est concernée et détresse respiratoire comme le mot l'indique, détresse c'est difficultés, respiratoire c'est respiratoire. Donc c'est le motif d'hospitalisation le plus fréquent justement en soins intensifs de néonatologie. Donc c'est une urgence qui va engager le pronostic vital et neurologique du nouveau-né et donc il y aurait une association de plusieurs paramètres. Donc la première des choses, vous aurez l'hypoxie. D'ailleurs, quand on met un saturomètre, il faudrait avoir au moins un oxymètre de pouls au niveau de la salle d'accouchement qu'on peut brancher à la main ou au pied du bébé pour nous donner une idée sur la saturation. Vous allez vous retrouver avec des saturations qui sont vraiment basses, des saturations en oxygène qui vont marquer cette hypoxie dont on parle. C'est un bébé qui est en acidose. Si on s'amuse à faire une gazométrie, généralement la gazométrie idéalement au niveau du sang artériel, on va faire un prélèvement, on va se retrouver en acidose. Autrement, si on n'a pas les moyens pour avoir une gazométrie, au moins faire un ionogramme et bien sûr chercher le taux de bicarbonate qui va se retrouver quand même bas et ça va nous donner une idée sur ce degré d'acidose. Puis les troubles hémodynamiques qui vont s'en suivre. Après, donc le diagnostic positif, donc il est purement clinique. Vous allez voir qu'il y a une triade qui est caractéristique. C'est ce qu'on appelle le fameux score de Silverman. Donc à partir du moment où on vous appelle en réanimation, on vous dit on a un bébé qui est en détresse respiratoire ou alors une souffrance. Le premier réflexe à avoir, c'est demander ce score de Silverman. Donc déjà ce score de Silverman va nous donner une idée sur où est-ce qu'on va mettre ce bébé. Est-ce qu'il va être juste en néonatologie soins courants ou alors en soins intensifs ou carrément en réanimation. Sachez qu'à partir d'un score de Silverman supérieur ou égal à 4, c'est un bébé qui devrait être intubé, ventilé. Entre 3 et 4, on les met en CPAP, donc c'est les unités de soins intensifs. Au-dessous, généralement à 2 de Silverman, c'est des bébés qu'on va garder juste en unité de néonatologie avec des lunettes à oxygène sous surveillance. Donc, le premier paramètre, c'est la cyanose. Soit elle est localisée au niveau de la bouche et des extrémités, soit elle est généralisée. Et là, il faudrait faire attention à cette cyanose. Vous vous rappelez, on a parlé de la cyanose, il faudrait faire attention. Quand c'est une acrocyanose, il n'y a pas de souci. Une cyanose des mains et des pieds ne dérange pas. Tous les bébés, quand ils naissent, il y a un petit problème de circulation et on va se retrouver avec une cyanose des mains et des pieds qui n'est pas vraiment péjorative. Par contre, à partir du moment où vous aurez une cyanose ingéale au niveau des ongles, au niveau de la langue ou de la bouche, là, il faudrait craindre surtout une pathologie cardiaque. Autrement, cette coloration, elle est anormalement bleutée des téguments et parfois elle est masquée par l'anémie. Tellement l'enfant il est pâle et on a l'impression qu'il n'est pas cyanosé parce que tellement il a perdu de sang qu'on n'arrive pas vraiment à juguler cette cyanose et des fois c'est pas vraiment un paramètre en qui on peut faire confiance. Elle est à différencier des hématomes. Donc je ne sais pas, pour les gens qui sont passés en salle d'accouchement ou en néonate, on a des bébés qui naissent avec des hématomes. Donc l'hématome, il va donner cette fausse couleur de cyanose, mais ce n'est pas une vraie cyanose. Et l'hématome, généralement, il est localisé et donc ça nous permet de faire la différence entre les deux. L'érythrocyanose de la polyglobulie, et là aussi, si vous vous rappelez, quand on a parlé du retard de croissance intra-utérin, on a dit que c'est des bébés qui font beaucoup de polyglobulie avec des hématocrites au plafond, avec une hémoglobine qui est vraiment très élevée. Et donc c'est des bébés qui sont polyglobuliques, mais c'est la couleur qui ne dérange pas vraiment. Ça se voit qu'ils sont polyglobuliques, mais ce n'est pas la cyanose qui dérange ou qui fait peur. Donc il faudrait savoir les différencier. La tachypnée
Ou alors la polypnée, c'est quand vous avez une fréquence respiratoire qui dépasse 60 cycles par minute. Vous vous rappelez, on a parlé de la fréquence respiratoire normale qui peut aller de 30 jusqu'à 50 cycles par minute chez un nouveau-né normal. Et cette fréquence respiratoire, elle reste à ces chiffres-là jusqu'à l'âge d'un an, de 12 mois. Quand ça dépasse les 60 cycles, c'est un enfant qui est considéré comme étant polypnéique et donc là, ça devient pathologique. Le rythme respiratoire, il est soit irrégulier, c'est-à-dire il se peut qu'il nous fasse soit des fois des polypnées, soit une respiration normale, donc il ne reste pas sur la même cadence cet enfant, ou alors il fait des apnées. Et rappelez-vous des apnées pathologiques, on a parlé d'apnées pathologiques quand ça dépasse les 20 secondes. Quand c'est une apnée qui ne dépasse pas les 20 secondes, c'est pas grave, on la traite même pas, on la prend même pas en considération. Quand ça dépasse les 20 secondes, c'est un bébé qui risque de s'épuiser. Vous vous rappelez, en matière de prématurité, je vous ai dit que quand c'est une apnée qui dépasse les 20 secondes, c'est une indication, c'est plutôt des apnées d'origine centrale, c'est une indication à la citrate de caféine. Et donc là, comme c'est des bébés qui ont ce problème de respiration avec des pauses, des apnées assez importantes, un rythme qui est irrégulier et donc risque de fatigabilité et d'épuisement, il faut qu'ils soient assistés immédiatement sur le plan respiratoire. D'ailleurs, même avant qu'ils nous les envoient, idéalement, il faudrait que ce soit un transport médicalisé et idéalement, il faut que ce soit quelqu'un qui soit accompagné par une personne qui est, entraînée à faire de la réanimation, soit un infirmier anesthésiste dont les cas où on n'a pas de médecin, soit au moins un médecin généraliste si on ne peut pas avoir un réanimateur sur place, avec bien sûr une couveuse de transport, avec un respirateur de transport. Si on a besoin d'intuber, il faudrait qu'il soit intubé avant qu'il n'arrive, pour qu'il ne s'épuise pas. Et puis le troisième critère, on a parlé de la cyanose, de la polypnée, là c'est les signes de rétraction. C'est quoi les signes de rétraction et qui codifient le Silverman? C'est le score qui est coté à 5 et on a 5 paramètres de 0 à 2. Vous vous rappelez Flapcar, la même chose. On avait 5 paramètres qui sont cotés de 0 à 2, mais plus Flapcar est bon, plus vous avez un 10. Mais non, c'est l'inverse. Plus le Silverman est bon, plus on a un chiffre qui est bas. C'est-à-dire plus on avance dans le Silverman, plus l'enfant il est vraiment en grande détresse. Ce score de Silverman, il va quantifier la gravité de la détresse, c'est-à-dire même quand vous êtes contacté par le SAMU, le premier réflexe qu'on a en réanimation, c'est il a quel score? Cet enfant que vous allez nous envoyer, il fait quel score de Silverman pour pouvoir le statuer où est-ce qu'on va le mettre et comment on va pouvoir le prendre en charge. Et puis bien sûr, ce Silverman, en cours d'évolution, en cours d'hospitalisation, il va nous permettre de dire est-ce qu'il va bien évoluer selon ce qu'on lui propose ou pas. La respiration normale, on aura un score nul, 0. Et vous allez voir, après je vous ai mis le tableau, quand c'est un nouveau-né qui est malade, on aura un total de 5 paramètres qui va en augmentant avec la sévérité de la maladie, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'inverse de ce qu'on a avec l'Apgar. Donc l'Apgar, plus il est élevé, plus on est bien. Le Silverman, plus il est élevé, moins on est bon. Donc il y a le tirage intercostal, donc entre les côtes vous allez voir qu'il y a un tirage intercostal, il y a les petits traits qui se dessinent entre les côtes du bébé. Il y a l'entonnoir xiphoïdien au-dessous de l'appendice xiphoïde, donc ça se voit qu'il y a un entonnoir xiphoïdien qui se creuse. Il y a le balancement thoraco-abdominal et on sent que l'enfant ne respire pas par ses poumons mais plutôt par son abdomen. Ça s'appelle le balancement thoraco-abdominal. Puis il y a le battement des ailes du nez, on voit que ces ailes du nez vont battre. Et puis le gênement expiratoire, c'est-à-dire un bruit audible qu'on va entendre même si on n'est pas proche de l'enfant. Peut-être il est loin et on entend déjà ses gémissements, donc son gênement expiratoire. Donc le diagnostic de gravité, donc la détresse respiratoire est dite intense. Pourquoi il faut faire le diagnostic de gravité? Parce que là, vous allez voir que les plans du cours vont différer selon ce que c'est que la pathologie. Par exemple, quand on a traité la prématurité, on n'a pas parlé de la prise en charge initialement. On a parlé de la pathologie en elle-même, on a décrit le patient, la même chose pour le RCU, mais là c'est une question d'urgence. Une question d'urgence, la première des choses, c'est comment gérer ce malade. On va parler de l'étiologie. Donc c'est toujours ça le même raisonnement que vous aurez pour tous vos cours de médecine. Une conduite à tenir, une urgence, on démarre par gérer l'urgence, la juguler, on passe à l'étiologie. Donc c'est la même chose. Donc pour voir est-ce que c'est une détresse respiratoire intense, on devrait voir est-ce qu'il y a une cyanose généralisée. Parce que là c'est un problème de circulation qui est généralisé. Est-ce que les signes d'épuisement sont là? Et donc, quand on a une diminution des signes de rétraction, ce n'est pas un bon signe. L'enfant, il est en train de se fatiguer. C'est comme le cas de l'enfant asthmatique. Il commence à faire des sibilants, les sibilants qui vont devenir plus intenses. À un certain moment, on a le silence auscultatoire qu'on va percevoir. Et on va croire que c'est un enfant qui s'améliore. Non, pas du tout. C'est parce que cet enfant est arrivé à un stade de silence respiratoire, un silence à l'auscultation, parce qu'il s'est tellement épuisé. C'est le même cas qu'on va voir chez le nouveau-né, parce qu'au départ, il y a des signes
de rétraction qui vont se voir, dont je vous ai parlé, le fameux score de Silverman, et qui sont là. Et à un certain moment, on sent qu'on n'entend plus rien. On a la fausse idée qui s'améliore alors que pas du tout. Il y a un enfant qui est là en train de s'épuiser et peut-être qu'il va passer rapidement. Quand je dis passer, c'est-à-dire qu'il va décéder. Donc on a une irrégularité respiratoire avant les apnées. Avant qu'il fasse des apnées, il y a des cycles qui deviennent irréguliers. Surtout s'il est scopé, vous allez voir que des fois il va vous donner 30, des fois ça va vous donner 60, des fois vous aurez carrément une apnée. Et ça, c'est pas normal. Des pauses respiratoires, donc il est là mais il ne respire pas, il n'y a pas de mouvement que vous allez palper. Et bien sûr, les gaspes. Un enfant qui va gasper, vous allez le sentir. Donc les gaspes, tout simplement, c'est ça les gaspes. C'est ça les gaspes, c'est-à-dire les arrêts respiratoires qu'on va entendre qui sont audibles. Puis en deuxième lieu, il y a le trouble hémodynamique. Et sachez que même pour l'adulte, quand vous avez un temps de recoloration qui dépasse les 3 secondes, c'est qu'on n'est pas bon. Donc généralement, un temps de recoloration, soit au niveau de la plante du pied, soit au niveau de l'éminence ténare, c'est-à-dire au niveau de la main. Et vous allez voir que ce temps de recoloration va mettre du temps pour l'avoir. Si elle dépasse 3 secondes, c'est qu'on est vraiment devant une grande urgence. L'enfant devient tachycarde, donc là c'est une indication au remplissage parce que les troubles hémodynamiques sont là, se sont installés, et l'hypotension artérielle. Donc c'est la triade typique d'un état de choc. Même chez l'adulte, vous allez trouver la même chose, sauf que là, la seule différence qu'il y aurait, c'est les chiffres qui vont changer, parce qu'une tension artérielle chez le nouveau-né, c'est pas celle qui est chez le nourrisson, c'est pas celle du grand enfant et non plus celle de l'adulte. Donc c'est juste les chiffres qui vont changer. Pareil pour la tachycardie. Par contre, le temps de recoloration est le même. Quand ça dépasse 3 secondes, c'est qu'on n'est pas bon. Les troubles neurologiques viennent en troisième lieu, et donc là c'est l'enfant qui est carrément hypotonique, parce que de toutes les manières il y a une hypoxie qui s'installe, il y a même le cerveau qui se met en hypoxie, et donc forcément c'est le cerveau qui va commander, qui va donner cette commande neurologique, et donc on va se mettre en hypo, soit une hypertonie, et donc l'enfant qui va se mettre à convulser, parce que le cerveau il a été privé en oxygène pendant une certaine durée, donc il va se mettre à convulser, et ça c'est grave, c'est sérieux. Quand on se met à convulser, c'est que vraiment l'hypoxie elle était sévère. Les troubles de la vigilance, l'enfant qui n'est plus là, c'est-à-dire même si on essaie de l'exciter, de le toucher, il ne va pas réagir. L'hyporéactivité justement, et tous ces signes disent que cet enfant est en train de s'épuiser, donc la prise en charge devrait être vraiment très urgente et immédiate. La conduite à tenir en urgence, comme je vous ai dit, la première des choses, vous avez un enfant qui est en train de passer entre les mains, on ne va pas chercher l'étiologie. Première des choses, c'est le mettre en condition, gérer l'urgence, puis après, à chercher l'étiologie. Donc la mise en incubateur ou sur une table chauffante. Parce que si vous vous rappelez, tout bébé qui est en détresse, qu'il soit prématuré ou pas, qu'il soit à terme ou pas, il est prédisposé à faire une hypothermie. Donc la première des choses, c'est gérer déjà la thermorégulation, le maintenir à une température qui est entre 36 et 37 de température centrale. Et puis, quand je dis centrale, c'est le thermomètre en intrarectal. Faire une désobstruction rhinopharyngée déjà pour dégager les voies respiratoires supérieures, les libérer, et puis vérifier les couanes, parce que si c'est un enfant qui ne va pas pouvoir respirer par ces deux couanes, on aura du mal. Il faudrait mettre une canule de Guédel pour laisser la bouche ouverte. Parce que les bébés, au départ, ils ne comprennent pas. De toutes les manières, il ne va pas pouvoir garder la bouche ouverte, sauf quand il crie. C'est là où vous allez comprendre que quand il va crier, il n'est plus cyanosé, et donc c'est dans ces couanes que ça ne marche pas. L'arrêt de toute alimentation orale, parce que de toutes les manières, il n'est pas bien, il est en détresse, il risque de nous faire une fausse route, première des choses. La deuxième des choses, son estomac, il ne faut pas le dilater encore plus, parce que si vous le dilatez, vous allez piétiner sur les poumons. Donc normalement, un bébé en grande détresse, stoppez toute alimentation, d'autant plus quand il nous arrive et on ne sait même pas déceler le médical du chirurgical. Si vous le préparez à une éventuelle chirurgie, forcément, il devrait être à jeun. Et puis, mettre une sonde gastrique buccale. Pourquoi ? Pour déjà vider l'estomac, parce que l'estomac, quand il est rempli d'air, il va gêner. Surtout le kanja en le ventilant, et donc forcément, tu as l'estomac qui est konamar. Ou là, déjà des lunettes à oxygène, ça va passer. Il y a des fuites, ça ne passe pas qu'au niveau des poumons, ça passe aussi au niveau de l'estomac. Il faudrait vider cet estomac pour permettre à ce bébé de respirer normalement. Il faut l'évacuer, prévenir les accidents d'inhalation, justement. Quand vous videz, on ne risque pas d'avoir des accidents d'inhalation. Par exemple, quelqu'un, je sais pas, un AVP ou l'ahadi, la plupart des choses, la plupart du temps, on les met sur le côté latéral gauche. Il faut faire attention pour qu'il ne fasse pas un accident d'inhalation, parce qu'il se peut qu'il y ait une claque, et donc il se peut qu'il nous fait un accident d'inhalation, qu'il décède sur place. Donc c'est le même cas, il est en détresse, il est en hypoxie, il n'y a plus de vigilance, donc rien n'est contrôlé, tous ces sphincters sont relâchés, il faudrait qu'on fasse attention pour qu'il ne fasse pas d'accident d'inhalation. Et la surveillance va passer par le monitorage continu, idéalement à l'aide d'un scope bien sûr, monitorer la fréquence cardiaque,
la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque pour guetter une tachycardie au départ, qui par la suite, une fois le cœur va lâcher, va se transformer en bradie. D'accord? Donc au départ, c'est une tachy, il faudrait remplir, autrement, si on n'arrive pas à remplir à temps, il va passer et donc le cœur va lâcher. Puis la fréquence respiratoire pour voir est-ce qu'il ne fait pas de pause ou est-ce qu'il ne fait pas floul, ça va être une polypnée, par la suite c'est des pauses carrément. La pression artérielle pour voir est-ce qu'il n'est pas en état de choc, hypotension. Et puis la saturation en oxygène pour voir l'état d'oxygénation de tout son corps. La voie d'abord, c'est comme tout malade en réa. La première des choses, il faudrait prendre des voies d'abord parce que vous voulez le remplir. Donc le remplissage, il nous nécessite bien sûr une voie d'abord. Il y a une périphérique ou un cathétérisme ombilical. Idéalement, si on reçoit un bébé qui vient de naître et qu'on a un ombilic qui est encore en place et qui est encore frais, je dis bien frais, parce que des fois quand c'est sec, on ne pourra plus faire grand-chose, c'est la dénudation et la plupart du temps on a de mal à dénuder, d'accord? Donc normalement, idéalement, faire un cathétérisme ombilical, comme ça on aura une voie centrale qui est accessible et qui est facile, parce que poser une voie centrale sur un cathéter ombilical est beaucoup plus facile qu'une voie centrale, une jugulaire par exemple. Donc ça permet de nous apporter l'eau, le glucose, déjà pour lutter contre l'hypoglycémie, les électrolytes nécessaires bien sûr, le remplissage surtout si vous avez des troubles hémodynamiques. S'il se met en hypotension, en état de choc avec une tachycardie importante, il faudrait le remplir cet enfant avec du salé. L'assistance respiratoire par la mise en place d'un support respiratoire et donc là on a laissé vague le support respiratoire, ça dépendra de son état de détresse. Donc ça c'est beaucoup plus spécialisé mais déjà je peux vous briefer, je vous ai dit quand le Silverman est inférieur à 2 c'est juste des lunettes à oxygène, quand normalement c'est entre 3 et 4 c'est carrément une CPAP donc une aide mais sans qu'il soit intubé, mais au-delà de 4 c'est carrément l'intubation avec une assistance respiratoire et un respirateur à côté. Tous les soins doivent être faits en douceur en essayant de respecter le maximum d'asepsie. Pourquoi? Parce que quand même c'est un bébé qu'il faudrait traiter gentiment, doucement. C'est des bébés déjà qui ont l'habitude de baigner dans une ambiance calme et ils vont se retrouver dans un milieu de réa où il y a plein de stimuli sonores, il y a plein de monde, on le pique de partout, donc essayez de travailler dans la douceur et dans l'asepsie. Donc maintenant, après l'avoir stabilisé, parce qu'on a essayé de faire ce qu'il fallait,